Alors, je vais dire ce que ça m'évoque, mais je voudrais commencer par une remarque préalable. En fait, j'avais hésité à me lancer dans la mesure où les premières figures inspirantes qui me venaient à l'esprit étaient plutôt des enseignants du secondaire ou du supérieur à qui je devais beaucoup quant à la compréhension du social, de l'école, de l'enseignement et des recherches. Alors du coup, je vais citer trois noms parce que bon, ce sont des références personnelles. Mon prof de philo au lycée, Alex Lindenberg, qui est quelqu'un qui est le seul prof dans ma scolarité, qui à un moment on débattait et on était en désaccord, m'a dit oui, et je pense que vous avez raison. C'était la première fois que j'entendais un prof dire ça à un élève. Le deuxième, c'était un 16e à l'université de Lille, Claude Blum, qui m'a appris ce que c'était que la rigueur du travail intellectuel, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Et la troisième, c'était une linguiste, Danielle Lehmann, qui a commencé son cours en disant, voilà, dès que vous ne comprenez pas, vous me posez une question, parce que je suis là pour que vous compreniez. Et c'était la seule prof que j'ai vue commencer son cours comme ça, et je m'en suis toujours resserré. Alors, ayant dit ça, qu'est-ce que ça recouvre pour moi, l'expression de figure inspirante? Finalement, trois traits essentiels. L'ouverture, la résistance et la dignité sociale. Alors, l'ouverture, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que les textes, les écrits de ces auteurs m'ont ouvert des mondes entiers qu'ils ont contribué à éclairer pour moi et pour d'autres, je pense. Alors, je pense en premier lieu à Bourdieu pour la sociologie, à Roger Chartier pour l'histoire, à Jean-François Alté et André Petitjean pour les didactiques. Donc, l'ouverture, pour moi, c'est d'abord un éclairage du monde. Voilà, ça m'a fait découvrir et comprendre des choses. Voilà. Et à mon sens, ils ont aussi ouvert, et c'est le deuxième sens, de multiples pistes et d'interprétation dans un foisonnement qui n'est pas du tout réductible au dogmatisme de nombre de leurs épigones. C'est-à-dire que quand on les lit et quand on les relit, on s'aperçoit qu'ils ont ouvert des tas de pistes et ce n'est pas réductible à ce que certains en font. C'est assez intéressant. Je relisais récemment l'entretien entre Claude Lévi-Strauss et Didier Héribon, et il parlait de certains intellectuels qu'il avait inspirés en disant on a toujours l'impression de participer à une grande aventure de l'esprit. Et pour moi, c'est le deuxième sens de l'ouverture. Et le troisième sens, c'est le fait que, alors qu'on a pu reprocher à certains d'entre eux un certain dogmatisme, c'est au contraire, ils ont ouvert des portes pour la parole d'autrui. Et je trouve que c'est très intéressant quand on regarde l'œuvre éditoriale de Pierre Bourdieu. Quand on regarde aussi, par exemple, le travail que fait Philippe Mérieux aux éditions ESF, et c'est ce que j'ai essayé beaucoup plus modestement qu'eux de faire dans la collection Éducation et didactique aux presses universitaires du Septentrion. Le deuxième sens, le deuxième trait pour moi, ce sont des figures de résistance. Alors des figures de résistance au mode de pensée, au discours dominant, et même à soi, c'est-à-dire, je veux dire, même à moi-même, même à mes propres convictions. C'est ce qui fait que ça me résiste et que je les relis incessamment. C'est-à-dire que ce sont des maîtres à penser, mais pas comme des auteurs qui imposeraient des dogmes ou des cadres, mais comme des auteurs qui créeraient les conditions de notre liberté de penser différemment, y compris d'eux. Le troisième trait,
pour moi, sans doute complémentaire de la résistance, c'est une dignité morale et sociale qui s'incarne au moins en partie dans la volonté d'articuler pensée, travail théorique et action au service de tous, et particulièrement des plus démunis. Et là, il y aurait peut-être deux figures qui me viendraient à l'esprit. Pierre Bourdieu, que j'ai déjà évoqué, et puis Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde. Voilà, je t'ai dit l'essentiel de ce que je souhaitais te dire. Merci. Alors, entre ouverture, résistance, dignité morale et sociale, quel est le lien que tu peux faire avec l'éducation? Pour moi, dans le domaine de l'éducation, c'est la même chose. C'est-à-dire que m'intéresse voilà, ce qui ouvre des pistes, voilà, ce qui résiste au mode de pensée dominant, y compris de ceux qu'on pourrait penser proches d'eux, et ceux qui continuent à se battre avec une proximité avec les gens du terrain. Et donc voilà, c'est ça pour moi. C'est la même chose dans le domaine de l'éducation. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, une bonne partie des gens que j'ai cités, hein, je pense à Bourdieu, je pense à Mérieux, je pense à Wresinski, etc., je pense à Althé Petitjean, ont aussi œuvré en totalité ou en partie sur le terrain de l'éducation. Oui, on peut dire éventuellement éducation politique, éducation populaire, éducation pédagogique, effectivement, chacun dans son domaine. Alors, j'aurais une deuxième question par rapport aux premières figures que tu as évoquées, celles qui te sont vraiment proches, tes professeurs. Est-ce que, à ton avis, eux-mêmes s'inscrivaient dans des filiations, dans des chaînes d'inspiration? Est-ce qu'ils en parlaient, ils y faisaient référence, ou bien est-ce que c'était eux-mêmes en tant qu'eux-mêmes? Alors, ils s'inscrivaient sans doute dans des chaînes de référence. Le prof de philo dont je t'ai parlé et qui s'était engagé dans le Parti communiste et dans la résistance en 1942, alors qu'il était d'origine juive, ce qui n'est pas rien, et était, comment dirais-je, un très grand connaisseur et de Marx et de Freud. Et il participait aux retraductions de Freud. Et je crois que ça l'a constitué en grande partie. Daniel Lehmann, voilà, en tant que linguiste, alors, je ne sais pas si elle était vraiment rattachée à une école. Elle avait une pensée que je trouvais vraiment autonome et intéressante. Hein. Et Claude Blum était un type assez extraordinaire parce que, comment dirais-je, c'était quelqu'un, quand je dis qu'il nous montrait ce que c'était le travail intellectuel, je l'avais eu à l'époque au programme voilà, au programme qu'on avait, il y avait Erasme. Et il nous avait fait Erasme, la lecture d'Erasme par Foucault, et la lecture que faisait Derrida de la lecture de Foucault d'Erasme. Et donc, c'était quelque chose d'important, mais donc il s'inscrivait dans une pensée qu'on pouvait appeler à l'époque relativement déconstructiviste. Hein. Mais là où c'est une réponse indirecte à ta question, je me rappelle qu'il nous avait dit une fois, il ne faut surtout pas être impressionné, parce que d'autres collègues ou ce que je raconte, il dit simplement, j'ai eu accès avant vous au texte du savoir. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui a été aussi déterminant pour mon cheminement, parce qu'à l'époque, voilà, ça fait partie des gens qui ont accompagné et qui accompagnent encore ma réflexion et qui m'ont ouvert des portes et sur lesquelles j'aurais sans doute pas fait le trajet que j'ai fait, puisque rien ne m'y destinait. Est-ce que, une dernière question, comment articuler, puisque tu as parlé d'école de pensée, comment articuler l'école de pensée et les personnes qui les portent? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des personnes qui, dans des bonnes écoles, pourraient ne pas porter et inversement? Je crois que, comment dirais-je, alors c'est toujours
un problème pour ceux qui, en quelque sorte, vont construire des écoles de pensée que de veiller à ce que ceux qui viennent travailler avec eux ne se transforment pas en épigones applicationnistes. Et c'est quelque chose de très compliqué, je crois, parce que un certain nombre de personnes se mettent dans leur sillage pour récupérer une partie du capital symbolique, mais en fait pour faire tourner la machine de manière un peu vide, un peu formelle, et non pas pour pousser plus loin et pour interroger, y compris les cadres. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'essayer de continuer constamment à interroger les cadres qu'on met en place, à jamais s'interroger. De ce point de vue-là, je citerai peut-être un autre linguiste, Jacques Bress, qui, dans nombre de ses articles, termine toujours en montrant les limites de ce qu'il écrit ou les questions que ça pose, si tu veux. Et pour moi, là aussi, c'est un exemple. Et donc, pour répondre directement à ta question, oui, on peut être dans une école de pensée et ne pas penser par soi-même.